Dernière portion de notre journée, donc il nous reste 2 conférences. La prochaine, dans le fond, parlera du comptage des cellules somatiques. Voilà. Dans le fond, Mme Lynne Simoneau, ici, est vétérinaire à la clinique vétérinaire du Centre du Québec. Elle pratique la médecine vétérinaire depuis 30 ans et détient une grande expertise au niveau de la santé des petits ruminants, principalement au niveau de la chèvre. Donc, je vous laisse la parole. Grande expertise, c'est un grand mot. J'ai fait quand même beaucoup de chèvres par rapport aux vétérinaires qui sont ici en pratique. Majoritairement, je fais des bovins, je fais pas des chèvres. Mais c'est quand même un intérêt que j'ai. Quand on a présenté le tour de table, tantôt, Elisabeth a dit « je fais des chèvres par passion et non pas par obligation ». Je fais des chèvres par passion et non pas par obligation. Et j'ai l'avantage d'avoir quand même, j'étais au Centre du Québec, donc je suis exposée quand même à beaucoup de troupeaux, qui a permis, via les clients, de me perfectionner, puis aussi avec la faculté de médecine vétérinaire. Fait que mon mandat, c'est vous parler comment conjuguer avec l'indice de santé mammaire chez la chèvre. Il y a un avantage et un inconvénient de passer en fin de la journée. Vous allez voir que tout se répète. Fait que normalement, vous devriez avoir compris. Puis, avant la journée, j'ai dit oui, tout ce que j'ai vu, vous allez voir les diapositives, on va vous citer plusieurs fois dans ma conférence. Mais Julie Arsenault me dit, dans le fond, on apprend par la répétition. Et je vais vous le répéter encore. Fait que conjugaison, aujourd'hui, au passé, au présent, au futur. Au passé, pourquoi? C'est super important, les cellules somatiques, présentement. On va regarder aussi où recueillir les données, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Vous avez une idée un peu de comment ça se présente présentement sur le terrain, puis qu'est-ce qu'on veut dans le futur pour nos producteurs. Au passé, ben, on a des normes de qualité ici au Canada, puis on doit s'y conformer. Cette norme-là est d'1 500 000. Puis depuis 1 an, on en entend encore plus parler parce que les clients reçoivent ce genre de lettre. On a un producteur ici dans la salle, puis c'est une lettre qu'ils reçoivent à chaque mois via l'analyse du MAPAC. Puis depuis ce temps-là, on a probablement plus consulté pour améliorer la qualité des cellules somatiques dans nos troupeaux. Puis c'est quand même noté qu'on peut aviser l'acheteur de votre lait que vous êtes en dépassement de taux. C'est quand même important pour les clients, puis d'où le travail qu'on fait aujourd'hui. En passant, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette journée-là d'être capables de regrouper autant de gens intéressés à la production. Je pense que vous avez fait un travail assez colossal. Le même schéma, on l'a vu plus qu'une fois dans la journée. Je ne vous apprendrai pas que le CCS, les cellules somatiques, et non pas juste les globules blancs. La chèvre est différente. Mon expertise est vraiment chèvre, désolée pour les moutons, mais je fais que des chèvres, j'ai pas de moutons, pas de brebis laitières. Et on sait que la chèvre est différente, surtout par son expression du lait qui est apocrine. Même schéma. Fait qu'on voit sur le schéma que dans le lait, on va retrouver les globules blancs, on va retrouver des cellules épithéliaires, puis il y en a aussi les particules de cellules qui sont des gouttelettes cytoplasmiques. Pourquoi je le mentionne, c'est qu'on va parler de CCS pour les chèvres. Quand on utilise des méthodes d'analyse pour savoir c'est quoi les comptes totaux, pour certaines analyses, les gouttelettes cytoplasmiques peuvent être comptées. On a aussi une répartition, le Dr. Descrémeaux a sorti les proportions selon les globules blancs et les cellules épithéliales, selon l'infection qu'on rencontre. Un vœu pieux, il y a présentement des tests et des études qui se font pour être capable de trouver c'est quoi la répartition dans le lait. Les travaux se font présentement chez les vaches, savoir c'est quoi la répartition des sortes de globules blancs. Chez la chèvre, mais qu'on les ait, ça va nous donner un avancement vraiment plus parce qu'on va pouvoir interpréter de façon plus directe les cellules somatiques en fonction vraiment de l'infection dans le pis, ce qu'on n'a pas encore. Au présent. Et oui, l'indice des cellules somatiques reflète la présence d'inflammation ou d'infection dans le pis, même si ce n'est pas aussi facile à traiter
chez les vaches ou chez les moutons. Où on peut trouver des données, parce que si on veut analyser nos troupeaux et les améliorer, bien, il faut avoir des données. Les données qui sont disponibles sont les données du MAPAC, qui sont obligatoires à tous les mois. Après ça, on peut l'avoir, comme Sébastien en a parlé, des tests de CMT, puis les données du contrôle laitier. Fait que chacun a des avantages et des inconvénients. Le MAPAC, les données sont analysées chez Valacta, maintenant Lactanet, avec le phosphomatique. Tantôt, j'ai pris le temps de vous montrer la diapositive de ce que contenait le lait. C'est que la méthode phosphomatique va calculer vraiment les noyaux des cellules. Donc, c'est les noyaux des cellules inflammatoires et aussi les noyaux des cellules épithéliales, et non pas les gouttelettes cytoplasmiques. Si on ferait un culture-compteur comme on fait quand on fait une hématologie, à ce moment-là, on pourrait utiliser ce test-là, mais on va inclure dans notre décompte en plus les gouttelettes cytoplasmiques, fait que ça va être encore moins précis comme interprétation. Le MAPAC, normalement, ils doivent prendre une analyse du lait du réservoir à tous les mois, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est plusieurs traites et aussi plusieurs animaux. Votre étude. Je me suis basée là-dessus pour partir ma conférence. On a essayé de définir une règle pour interpréter optimalement les cellules somatiques dans les valeurs de réservoir, parce que ça, on sait que nos producteurs actuellement, ils ont tous des résultats, au moins 12 fois par année. Qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats-là? Puis je pense que vu que la paye est basée sur ces rendements-là, puis c'est encore plus intéressant, les clients vont nous en parler plus rapidement. Dans l'étude, 226 troupeaux sous contrôle laitier. Tantôt, on a demandé à Caroline combien nous, on en avait. On n'a pas cette expertise-là, malheureusement, sauf qu'on est chanceux de vous avoir qui va être capable d'analyser des gros volumes de données que nous, on n'a pas le potentiel ici d'avoir. Fait que 226 troupeaux sur un contrôle laitier, plus de 350 000 données de contrôle individuel, que d'après moi, Caroline, va falloir prendre toutes nos années de contrôle laitier pour être capable d'aller chercher la même chose. Ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'il y a quand même 56% des contrôles individuels qui sont en bas de 750 000, aux alentours de 26% entre 750 000 et 1 750 000, puis 18% qui sont au-dessus de ça. La moyenne des troupeaux est semblable à la note. Caroline a sorti la dernière année, là, mais on se trouvait aussi à peu près dans ce range-là. Puis on est dans ce range-là depuis une couple d'années, avec une tendance vers le 1 500 000. D'où l'impact de la petite lettre qu'ils vont recevoir par la poste ou bien par email quand on dépasse cette norme-là. Ça, c'est l'étude, mais le tableau est tout condensé dans les mêmes courbes. Puis je vous essaie de vous l'expliquer. En haut, on a séparé par classe de réservoir dans deux strates différentes, fait que plus petit que 400 000 jusqu'à plus grand que 3 millions de leucocytes dans le réservoir. En bas, ici, dans l'ASDSX, on a les résultats de CCS individuels, puis on a la fréquence en Y. Donc, si on prend, par exemple, la moyenne de notre troupeau ici au Québec, qui se situe entre 1 million à 1 200 000, bien, ce qu'on voit, et qui est intéressant, c'est qu'on a des individus dans toutes les strates de classe individuelles. Fait qu'on a un potentiel, on a quand même des chèvres qui sont très bonnes ici, mais on a du ménage à faire avec des chèvres qui sont probablement incurables et contaminées par un pathogène majeur. Ce qui ressort de cette étude-là, c'est que si on a un comptage des cellules somatiques bas du réservoir, bien, normalement, on va s'attendre à avoir aussi beaucoup de chèvres avec des comptages de cellules somatiques qui vont être bas. C'est assez logique. Puis c'est ça qu'on trouve. Et à l'autre extrémité, on a la même chose. Si on a un comptage des cellules somatiques du réservoir très haut, mais on va avoir un grand pourcentage de chèvres qui vont avoir des cellules somatiques plus grandes que 3 millions. Mais on a tout cela aussi. Fait que ça, c'est comme la moyenne des courbes.
vont se retrouver où on va avoir des animaux qui sont répartis dans des classes individuelles dans tous les groupes. Est-ce que je vous ai perdu ou bien vous êtes correct? À partir de ça, ce qu'on peut sortir, si on veut voir le statut infectieux des animaux, c'est qu'on peut considérer, Sébastien vous a dit tantôt, on prenait par norme qu'à 90 jours en lait, on mettait 750 000 cellules somatiques qui était le but visé qu'on ne devrait pas dépasser. Dans cette étude-là, on a conclu que si les chèvres étaient en bas de 750 000, on pouvait les considérer saines. Entre 750 000 et 1 750 000 présumément infectés par un pathogène mineur, puis pour les plus hautes, avec un pathogène majeur. On a parlé, Véronique en a parlé, pathogène mineur, staph coagulose négatif, staph SP, ou tous les nouveaux staph avec des noms qu'on ne connaît pas encore, là, tous ceux-là. Puis, bien sûr, le staph aureus qui va être le pathogène majeur le plus fréquent. Même si, chez les vaches, ici au Québec, on a beaucoup de staph aureus en vache en stabilisation attachée. Chez les chèvres, c'est quand même pas un gros pourcentage. On a repris les mêmes données, mais cette fois-là, on les a mis selon le statut infectieux. Donc, si on résume par rapport à ce qu'on a vu, on voit que les animaux se répartissent quand même un peu comme on a dit. Fait que si nous, on a 1 million aux alentours en moyenne, quelqu'un qui a ça à son contrôle laitier peut s'attendre que sur sa ferme, il va avoir entre 60 et 90% des animaux qui vont être quand même considérés sains sur le troupeau. Quelqu'un qui a un potentiel d'amélioration, pas l'oublier, il est là. Par contre, si on est à l'autre extrême, qu'on est à 2 millions de leucocytes et plus, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une chèvre sur 3 soit contaminée de façon incurable qui mériterait d'être réformée dans notre troupeau. Fait que la nouvelle au client, c'est pas la même. Tu vas t'améliorer, ça va aller bien, ou bien tu vas en vendre la moitié à la réforme. Fait qu'il faut en tenir compte. Ça, c'est des données individuelles. Quand on parle de données de réservoir, puis quand on parle de cellules somatiques chez les chèvres, personnellement, devant un client, on ne peut pas interpréter une donnée, juste une donnée. Il faut voir une évolution sur 1 année, sur 2 ans ou 3 ans, pour voir si la chèvre est vraiment contaminée, puis on devrait la vendre. Quand on a des réunions de producteurs, puis qu'on dit une chèvre qui est au-dessus d'1 500 000, il faut la réformer, tout de suite, les gens, mettons, me disent, ben là, ça n'a pas de bon sens, ça fait 20 ans que j'ai des chèvres, puis tu ne me feras pas vendre ma chèvre qui a 1 500 000. C'est parce qu'il faut le voir dans le temps, ce chiffre-là, il ne faut pas le voir juste sur une donnée de contrôle. Les variations dans le temps, puis c'est ça qui nous permet d'expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi que les résultats mensuels du MAPAC sont tellement variables? La feuille que je vous ai mise au début, c'est une vraie madame qui a reçu ça dernièrement, au mois de septembre, qui m'a appelé et m'a dit « Lynn, ça va pas bien, j'ai dépassé mon taux. » Donc, on lui pose des questions. Puis, une des questions, est-ce que tu as gros des chèvres que tu as taries qui sont plus en lactation? Parce qu'on sait, vous l'avez vu, les courbes, on les a montrées au cours de la journée, plus le pourcentage de chèvres dans votre troupeau va être des primipares, plus on va avoir une tendance vers le bas sur nos comptages des cellules somatiques, parce qu'on sait que c'est eux qui ont les comptages les plus bas. À l'autre bout, vous voulez faire du lait, vous gardez tout, et ce qui sort, c'est qui se déplace plus, entre guillemets. On va avoir beaucoup plus de vaches de chèvres de réforme ou bien de chèvres qui vont être vieilles, donc avec probablement plus des problèmes de cellules somatiques élevés. Donc, ça peut tirer la tendance du troupeau vers la hausse. On a vu aussi les courbes avec Sébastien. Si les chèvres ont plus que 5 ans, physiologiquement, on peut voir qu'il y a une tendance à l'augmentation des cellules somatiques. Donc, si la proportion de votre troupeau est élevée en vieilles chèvres, c'est normal que la tendance avec les années va augmenter aussi. La lettre que j'ai reçue, c'était un peu à cause de ça. Pourcentage de mise bas par mois. Présentement, on est en période de chaleur naturelle. Puis chez ce producteur-là, il y avait comme 35% des chèvres qui avaient été en chaleur les 5 derniers jours avant le contrôle laitier. Fait que c'est pour ça qu'elle a monté à 2 millions juste pour le contrôle. Fait que
Si on n'analyse pas dans le temps, ce serait la panique, parce que là, je dirais, hey, tu as 2 millions, ça veut dire que tu as une chèvre sur 3 qui est incurable, il faudrait les vendre. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment aller avec le temps, puis être capable de justifier si ces facteurs-là ne rentrent pas en ligne de compte sur une augmentation des CCS dans le troupeau. Les chèvres en lactation prolongée, oui, on veut faire nos bonus d'automne, fait qu'on va s'arranger pour garder plus de chèvres en production. Puis on sait que plus la lactation avance, plus on va avoir une augmentation du taux. Fait que si on a une forte proportion de chèvres qui sont en lactation prolongée à ce temps ici, en plus nos chèvres en chaleur, fait qu'il y a bien des chances que ça augmente. Fait que surprenez-vous pas, là, j'ai pas gros producteurs, là, mais si présentement vous êtes à 1 million, bien, avant Noël, au dernier contrôle du MAPAC, il y a bien des chances qu'on soit à 1,2 million, 1,5 million, puis peut-être même qu'on va dépasser la norme rendue à Noël. Ce qui est justifiable à ce moment-là, puis il ne faut pas non plus, mettons, déclarer que ça va vraiment pas bien dans le troupeau. La chèvre étant scalée à tous les niveaux, bien, tout ce qui s'appelle stress, bien, il va avoir un impact, puis il va avoir un impact aussi sur le comptage des cellules du troupeau. Et que le pourcentage de chèvres en oestrus, nous ici, on n'a pas beaucoup de chèvres en lactation qui vont au package, mais c'est bien décrit en France que quand on envoie les chèvres au package, il y a une période d'adaptation qui va faire que les cellules somatiques vont augmenter, puis après ça, ils vont se replacer. L'alimentation, si vous faites un gros changement alimentaire, que toutes les chèvres prennent la diarrhée, bien, il y a des chances aussi que le contrôle soit pas bon. Il y a des gens qui sont gentils, qui font les portes ouvertes de l'UPA. Mais si vous n'êtes pas chanceux puis que le lundi après les portes ouvertes, on vient de prendre la piqûre dans le réservoir, mais il y a des chances que votre cadeau d'avoir reçu plein de gens, ce soit une augmentation puis un dépassement de taux. Ça se peut. Ça, c'était pour les valeurs du réservoir. Fait que, comme je l'ai dit, oui, les valeurs vont nous donner une idée de notre tendance de troupeau. On devrait avoir une idée aussi où on se situe, parce qu'il y a des troupeaux qui ont des moyennes à 600 000. Fait qu'eux, même si la moitié des chèvres sont en chaleur, ça ne dérangera pas. Sauf qu'on sait que la majorité de nos troupeaux sont plus à 1 million, 1,2 million, donc toujours sur le bord d'être hors norme. Fait que là, il faut aller voir maintenant, est-ce que c'est juste à cause des chaleurs? Est-ce que c'est juste parce que notre troupeau est vieux? Ou bien c'est parce que c'est les individus qui sont fautifs? Donc, est-ce que c'est une infection qui est dans le troupeau ou dans la glande mammaire? Sébastien en a parlé beaucoup de CMT, je vais aller rapidement. Ça réagit comme le phosphomatique avec les noyaux, donc avec les cellules et les cellules, les globules blancs, les cellules épithéliales. Juste, je l'ai mis parce que le Dr Desgrimaud a un indice qui est différent que nous, on utilise ici. Fait que c'est juste décalé de 1. Mais c'est important quand on prend les barèmes pour se comparer, de prendre les mêmes barèmes pour être capable d'analyser les mêmes choses. Fait que rapidement, pour ceux qui n'ont jamais fait de CMT, ben pas de précipité. Ça veut dire dans le cubicule, le liquide se promène très bien. Un peu de précipité. 1, il va disparaître si vous brassez. 2, il va rester permanent. 3, ben ça a vraiment l'allure d'un blanc d'œuf. Puis quand on le vide, ben ça va être filamenteux. Puis il va rester collé après les parois quand on le fait tourner. 4, on le fait tourner, il décolle les parois, puis quand on le vide, il va tomber tout d'un coup. Fait que c'est une façon semi-qualitative de me donner une valeur des CCS. Sébastien avait mis, je pense, ce que ça représentait 1, 2, 3, 4, là, puis on voyait des places que de 400 000 à 1 million, de 1 million à 2 millions. C'est quand même large, mais ça nous donne une idée pour les chèvres qui vont être dans le spectre des chèvres qui vont être les plus élevés. Pourquoi on va l'utiliser? Bien, pour avoir, comme Caroline l'a dit, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de troupeaux présentement qui sont sur le contrôle laitier. La seule façon d'avoir des données de CCS individuelles, c'est de faire du CMT à la ferme. Il n'est pas recommandé de faire les CCS en début de lactation puis en fin de lactation. Fin de lactation, on le dit, la tendance est à l'augmentation. Fait qu'on va avoir beaucoup trop de faux positifs si on se base là-dessus. Puis on peut, entre deux contrôles, si on a eu un résultat hors norme du réservoir, aller voir les individus ou même avant le tarissement, on peut s'en servir.
Ça vient d'une de vos recommandations. Dans le fond, les chèvres, les chèvres qui sont à un CMT de 2, on peut considérer que l'inflammation est faible ou légère. Les chèvres qui ont un CMT plus grand ou égal à 3 ont une forte inflammation au niveau de la mamelle, puis présumément infectée par un pathogène qui est majeur. Les limites semi-quantitatives, fait qu'on n'a pas un chiffre, fait que 1 million ou 400 000, parfois ça peut changer énormément. Idéalement, ça devrait être exécuté par la même personne justement parce que c'est semi-quantitatif, fait qu'il faut être capable de vraiment comparer sur le même niveau, sur la même base. On peut faire aujourd'hui, maintenant, le CMT, mais si on ne tient pas de registre, on ne sait pas la chèvre, comment elle évolue dans le temps. Je vous l'ai dit, la chèvre, l'important, si on veut évaluer son statut, mais il faut le faire dans le temps. Fait que, bien beau faire des CMT sur le cas de traite, mais si vous ne prenez pas de notes, vous ne saurez pas si la fois d'avant était à 3 ou était juste à 1. Fait que c'est important de rentrer des registres. Au même titre que quand on fait le contrôle laitier, le papier arrive, tout est écrit dessus individuellement, mais là, il faut le faire aussi à la maison. C'est le seul moyen d'évaluer des demi-mamelles, parce que le contrôle laitier va faire les deux, tandis qu'avec le CMT, on peut les faire séparément. C'est pas l'outil le mieux adapté pour la chèvre, sauf qu'on peut l'utiliser. Ça va donner des indices aussi. Contrôle laitier. Le contrôle laitier est individuel, il est mensuel si on le veut. On peut en faire 8 à 12 par année. La méthode utilisée, bien sûr, c'est la même qu'on utilise avec le MAPAC. C'est ce que ça a l'air pour ceux qui font des vaches. Ça se ressemble énormément. Quand là, on pourrait dire c'est 12 mois dans l'année. Puis si on regarde ça, on dit si c'est quelqu'un qui a des vaches, il va tomber à la renverse parce que c'est épouvantable. Sauf que là, c'est des chèvres. Puis si on regarde plus précisément, dans le fond, sur cette page-là, on a 4 années. Parce que ce client-là fait 3 ou 4 contrôles par année. Fait que si on analyse une chèvre, on va prendre un exemple. Cette chèvre-là, dans le fond, on pourrait penser, là, c'est parce que 2 fois tarie, là, on se dit, bon, OK, il y a eu un problème, c'est sûr que c'est pas la même année. Sauf que si on évalue cette chèvre-là sur 4 ans, c'est une super bonne chèvre. Malgré qu'elle est rendue à sa 5e lactation, puis elle est en fin de traite, elle existe au Québec, je la connais, puis elle n'a jamais monté en haut de 750 000. Fait que ça existe, là, faut y croire. Puis c'est une vieille chèvre. Sauf que cette chèvre-là, entre les contrôles, qu'est-ce qu'elle a fait? On ne sait pas. Est-ce qu'elle était à 3 millions, elle est revenue pour le contrôle, elle est tout le temps belle, dans le fond. On n'a aucune idée. Fait que pour ce troupeau-là, on ne peut pas se fier juste au contrôle laitier parce qu'on n'a pas assez de données dans une même année. Idéalement, si on veut se fier sur une année de contrôle laitier, il faudrait au moins avoir 6 contrôles sur la même chèvre. Un autre exemple, qui est probablement un peu moins reluisant, mais une 10e lactation. Tu sais, 246 jours en lait. 4 millions, 3 millions, 1 500 000, 2 millions, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on la garde dans ce troupeau-là? Elle va faire 1400 livres. Ou bien, si elle a 10 ans, ça fait au moins 12 ans qu'elle est dans le troupeau. Donc, il y a des chances qu'elle soit arrivée avec le début du troupeau. Fait que c'est la chef fétiche qui garde, puis qu'elle est encore là. Mais peut-être que si, objectivement, par le vétérinaire, si je dis tu devrais la réformer, on la réformera pas, parce que les sentiments sont plus grands que juste la chèvre. Les dépistages en fonction des cellules somatiques individuelles, encore une fois, on va présumer. Puis pourquoi on dit présumer? Parce que la seule façon de savoir si la chèvre est infectée, ça serait de prendre une bactério. Prendre une bactério, on l'a dit tantôt, ça coûte très cher. Puis il faut savoir ce qu'on fait avec. Autrefois, avant l'avènement du Maltitop, on avait tous des résultats Staph SP. Ouais, on fait quoi avec ça? Ils sont tous Staph SP. Fait qu'on n'avait pas de moyens à intervenir. Fait que si, normalement, on a des contrôles, au moins 6 par année, on peut évaluer une chèvre, on va la considérer comme saine si
si elle n'a pas eu plus qu'un dépassement en haut de 750 000 cellules. Présumément infectée par un pathogène mineur, 2 contrôles en haut de 750 000. Pathogène majeur, 2 millions. Fait que déjà là, on a une idée de notre troupeau un peu plus précis. Si on est à 1 500 000 sur notre réservoir, on pourrait se permettre d'éliminer ceux-là et non pas les tester en bactériaux. T'sais. La bactério, ben, on en a parlé, c'est assez dispendieux, de plus en plus précis. On va voir avec les années ce que ça va donner. Si on se reporte aux vaches, on sait maintenant que les Staph SP ne sont pas très pathogènes. On a des Staph SP qui ont vraiment une image des Staph aureus, qui sont aussi contagieux, qui font des mammites chroniques, qui ne donnent rien de traité. Fait que j'imagine qu'on va en trouver dans les chèvres qui vont avoir la même image, mais on ne les connaît pas encore. Fait que si les années, vous allez être en avant de nous, fait qu'on va attendre vos données. Puis on va s'en servir. Ou bien Véronique va faire une nouvelle étude, puis elle va pouvoir nous donner. Fait que c'est ça. Fait que la bactériologie devrait être faite au moins sur ceux qu'on ne connaît pas le statut. Notre chèvre de 10 ans, là, sentimentalement qu'on garde, si c'est une chèvre qui ne donne pas grand-chose, ben on n'a pas besoin de faire une bactério sur elle parce que probablement que c'est un Staph aureus ou bien la glande est indurée ou il y a du mycoplasme, un autre problème. Puis si on prend la peine de ne pas juste regarder la feuille du contrôle laitier, mais qu'on va voir la chèvre, bien probablement qu'il y a des abcès, qu'il y a des masses, que les trayons ne sont pas mis à la bonne place. Fait que c'est la chèvre qu'on peut réformer facilement. Puis si on a la chance de faire du contrôle laitier, on a sa pesée de lait. Puis on va peut-être voir que finalement, elle n'est pas si bonne que ça, on devrait l'envoyer. J'essaie de convaincre mes clients, en plus de faire du CMT, de faire aussi, de s'acheter des balances, puis d'avoir des pesées stratégiques dans l'année. Pour être capable d'associer, oui, le CMT, mais avec sa production. On veut s'améliorer, produire plus de lait, mais il faut avoir aussi le chiffre de production et non pas juste les CCS. Donc, on devrait, idéalement, si on le veut, analyser des chèvres qui ont des contrôles, mettons, au-dessus de 750 000, donc présumément infectés par un pathogène mineur. Mais Sébastien le dit, si on prend des tests, il faut que vous sachiez quoi faire avec ça. On ne fait pas juste dépenser de l'argent, parce que l'argent pourra aller ailleurs. Puis présentement, le contexte économique fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Fait que c'est pas nécessairement le temps de faire ça comme recommandation première à vos clients de faire de bactériaux. Il y a bien d'autres choses à faire avant. Ça, c'est une image que j'ai mise, là, mais c'est pas pour rien que j'ai mis. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, dans le fond, pour prendre une bactério. On pense que les gens sont tous conscientisés à la prise d'échantillons de lait, mais on en a vu, on l'a vu avec Véronique, il y a plein de bactéries sur la peau, hein, mais on ne les veut pas dans notre test. On veut vraiment les bactéries qui sont dans le crayon, dans le lait. Puis ça va arriver aussi que les gens vont arriver avec les bouteilles de contrôle laitier pour faire les bactériaux du lait. Ça arrive très souvent. Si vous voulez chercher un mycoplasme, un Staph aureus, c'est pas grave. Mais si pour le Staph SP, c'est pas la bonne façon de prendre les échantillons. Donc, il faut conscientiser les gens. Si vous en faites prendre à votre client, assurez-vous que ce ne soit pas les bactéries qu'il y a sans main, parce qu'il n'y a pas de gants, ni sur le crayon qu'on va avoir dans l'échantillonnage, parce qu'il faut que la valeur de la bactério en vaille la peine. Les recommandations, ben, on en a parlé, bactériaux. Ici, j'ai osé le mettre, mais je le mets parce que j'en ai fait dans des troupeaux. Puis en gros, ça devrait être en rouge, ça devrait flasher. Ici au Canada, je travaille continuellement, illégalement, hors homologation quand je fais des chèvres. Parce qu'on n'a aucun produit, sauf le monanzin présentement au Canada d'homologué chez la chèvre. Loin de là, les produits atterrissement. Peut-être qu'il y a des compagnies qui seraient intéressées de nous en fournir. Le problème en travaillant à des produits non homologués, c'est que c'est même pas un résidu, c'est zéro résidu. Et c'est quand la chèvre va avoir zéro résidu. Est-ce que c'est dans un mois ou dans 2 mois? On ne sait même pas. On n'a pas de données. C'est un gros problème présentement. Puis c'est pareil avec la pénicilline, c'est pareil avec tous les produits que vous utilisez hors homologation quand on fait des chèvres. C'est nous qu'on signe la prescription, donc c'est notre responsabilité. Puis on a beau demander à GFARAD qu'est-ce qu'on fait avec ces prescriptions-là,
Mais le GFARAD va nous marquer en bas que c'est nous qui en prenons la responsabilité. Oui, j'en ai fait dans des troupeaux. Oui, ça a aidé. Mais on a testé le lait pour être sûr, avant de l'envoyer, qu'on soit négatif. Puis les tests qu'on a sont trop sensibles pour les vaches, mais pour les chèvres, c'est parfait parce qu'on n'en veut pas de résidus. Fait qu'on peut les utiliser. Mais je devrais effacer cette ligne du truc-là. Utiliser des antibiotiques ici au Québec ou au Canada, c'est pas évident. Puis il faut parler aussi que les pathogènes majeurs, ben, ce qu'on devrait faire, puis le Dr Crémeau l'a dit, si la chèvre est incurable, ben, il faut voir ce qu'on fait avec. Là. Pourquoi on la garde, dans le fond? Est-ce qu'elle est vraiment bénéfique pour notre troupeau ou elle va contaminer nos jeunes chevrettes qui sont en élevage ou qui viennent de mettre bas? Donc, les réformer. Si vous ne voulez pas les réformer, au moins regroupez-les ensemble, puis trayez-les en dernier pour ne pas contaminer les autres. C'est simple, mais c'est des règles qui sont assez de base, mais qui ne sont pas faciles à faire. Parce que moi, je vais arriver, je vais te dire, ben, fais-moi un ordre de traite pour tes mammites. Fais-moi un ordre de traite pour l'AEC. Je voudrais que tu me fasses un ordre de traite parce que je voudrais garder mes primipores ensemble. Puis là, finalement, dans l'étable, il faudrait qu'il y ait 15 parcs avec 3 chèvres dans chacune des parcs. Fait que c'est sûr que c'est pas effectif pour le lendemain. On l'a vu, mais je peux le repasser rapidement, là, mais tout ce qui va faire qu'on va améliorer. L'important, c'est de voir votre client, est-ce que l'action qu'on doit faire, est-ce que c'est aujourd'hui, à court terme? Est-ce qu'on a du temps pour la faire ou bien on veut s'améliorer pour dans les 3-4 prochaines années? Je suis hors norme aujourd'hui, va chercher tes individus qui sont très hauts, réforme-les, ou du moins envoie-les plus dans le réservoir. T'sais, comme ça, on va redescendre rapidement. Dans la même semaine, on devrait avoir redescendu. Si ces animaux-là étaient les animaux qui ont du staph ou une mamite incurable, puis ils transmettent à tes autres animaux, bien, il faut faire de quoi pour les éviter. On n'en veut plus dans notre troupeau, fait qu'il faut prendre des actions. Prenez pas toutes les actions, puis dites demain, tu fais tout ça. C'est sûr que vous ne les reverrez plus. C'est une des raisons. Mais il faut aller voir ce qui est le plus judicieux pour lui. Oui, tu dépasses ton taux, ben, je pense que la meilleure affaire, c'est que tu enlèves tel individu qui est à au-dessus de 2 millions ou que des absents, tu les envoies plus au réservoir. Oui, on veut s'améliorer à court terme. Bien, à ce moment-là, on peut voir tout ce qui va avec les techniques de traite pour améliorer. Je ne sais pas, nous ici, on préconise le port de gants, mais on n'en a pas parlé de la journée. On sait que c'est quoi par rapport au staff SP et qu'on devrait le vendre et le vendre pour le trayeur, la trayeuse, puis la relation entre le trayeur et la trayeuse, parce que si tu portes des gants, elle est même plus douce, puis c'est aussi une bonne chose dans un coup. Puis vous riez, mais on s'en fait reparler, là, parce qu'en général, les hommes sont assez réfractaires à porter des gants. Mais quand ils ont commencé, ben là, ils disent, ils trouvent tout plein d'avantages, mais ils nous disent pas la bonne raison, mais tout plein d'avantages. Donc, il faut oser le demander. Et oui, c'est sûr que si quelqu'un veut s'améliorer, ben il faut qu'il s'attende à faire des changements, à mettre des efforts. On n'a pas de plaster, on n'a rien qui va guérir d'un coup. Puis, chacun des troupeaux a un potentiel, on l'a vu tantôt, il y a des chèvres qui sont basses. On a tout un potentiel de se classer ou baisser nos cellules somatiques. Fait que propreté des trayons, bain de trayons, hors de traite, l'environnement, on a tout vu ça, ça a un impact, mais il faut voir ce qu'on recommande pour être sûr que le client les fasse. J'ai mis une petite note, je reviens plus haut. Nous autres, on attend ici, présentement, là, on travaille avec quelqu'un qui est au-dessus de nous autres avec un bâton. Dans les vaches, on s'est énormément amélioré la qualité des cellules somatiques quand ils ont mis un bâton et une carotte. Fait qu'ils ont tapé sur ceux qui présentaient du lait hors norme, mais ils ont bonifié ceux qui faisaient du lait de qualité. Présentement, je pense que je peux en parler, il y a des gens qui vendent du lait au Vermont, puis c'est le système du Vermont. Plus tes cellules somatiques sont basses, ben plus tu vas être bonifié sur le prix du lait. Ce qu'on n'a pas encore aussi présentement ici au Québec. Fait que j'ai des clients que pour eux, ben s'ils étaient à 1 200 000, descendre en bas d'1 million, c'est beaucoup de sous qui rentraient dans le portefeuille. C'est encore plus important.
La stratégie d'amélioration à long terme. On en a parlé, puis j'ai glissé un mot sur les indices de bouc. On n'a pas malheureusement ici de coopérative d'insémination pour les chèvres. On n'a pas de banque. Quand on veut ces boucs-là, dans le fond, on fait venir de la semence de la France. Puis on insémine nos chèvres avec ça. Mais dans l'avenir, ce serait bien qu'on voit les lignées présentes ici au Québec avec des potentiels qui sont avantageux sur les comptages cellules somatiques, sur la conformation aussi, parce qu'on sait que ça a un impact. Si ça va pas bien à long terme, mais il faut y penser. Si cette année, parce que vous aviez mis 50% de vos chèvres en lactation prolongée, puis vous avez un avis de hors norme, bien, l'année prochaine, peut-être que si vous voulez le faire avec des nouvelles chèvres, assurez-vous que les chèvres qui vont être en lactation prolongée, c'est des chèvres qui sont avec des cellules somatiques bases, parce qu'on sait qu'ils vont augmenter, et qu'il faut prévoir. La même chose pour la monotraite. On a parlé, les études sont peut-être pas aussi sûres que ça a une influence, mais il y a quand même un doute. Fait que pourquoi pas faire attention, malgré qu'ici, c'est pas tellement la mode. Fait que ça, c'est un avantage pour nous. Ça ici, étaler les mises bas, forcer vos clients, c'est facile, mettre les chèvres à ce temps-ci avec le bas qui vont être presque toutes gestantes quand vous allez faire les échos au mois de janvier. Sauf que si votre troupeau a 150 chèvres, à Noël, vous allez avoir un avis du MAPAC parce que là, vous allez être tout sur le bord des tarifs. Puis au mois de mars, quand ça va mettre bas, vous allez avoir des clients qui vont être cernés jusqu'au menton. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai mis aussi élevé ou suffisamment de chevrettes. Là. Ça a un lien direct. Là. Fait que si tu as beaucoup de mise bas au mois de mars, est-ce que tu as beaucoup de place pour beaucoup de bébés avec beaucoup de temps et beaucoup de personnel pour t'occuper de tout ce qui va se passer? Fait que c'est un effet direct, c'est un lien direct. L'alimentation, ben les chèvres, on l'a dit, les chèvres, il faut y aller par transition, il faut y aller graduellement, il ne faut pas les stresser parce qu'ils sont facilement influençables. Puis, élever suffisamment de chevrettes, j'en reparle, puis j'espère qu'un jour ça va faire partie d'un PISAC, l'élevage de chevrettes. Il y a beaucoup de clients, puis probablement dans vos clients, qui se contentent d'un taux de mortalité de 30% des chevrettes. Ce qui est pour moi énorme. On a déjà fait une étude ici, puis il y a des gens qui n'en élèvent plus de chevrettes parce qu'ils sont pas capables de les élever. Puis dans les troupeaux où qui ont assez de personnel, qui ont assez de place pour les élever, on est capable de faire 5% d'élevage et de mortalité sur les chevrettes. C'est un point qui est important. Si vous ne voulez pas que vos troupeaux vieillissent, que les cellules somatiques augmentent, bien, il faut de la relève, puis il faut la garder. Puis on en a glissé un peu un mot aujourd'hui en fonction de l'arthrite encéphalite. Nous aussi, on en a plein. Les troupeaux de chèvres de boucherie, on a beaucoup de troupeaux qui sont exempts, parce qu'on sait que la prévalence et l'infection est moins grande. Mais dans les troupeaux laitiers, je ne sais pas s'il en reste un troupeau. Sais-tu, Rémi, il en reste un troupeau exempt complètement d'arthrite encéphalite? Dans la chèvetière, il doit rester 2 ou 3. 2, 3? Ouais. Mais nous non plus, on n'en a pas beaucoup. Si on a 104 producteurs, et il y en a 3, on est à 3%. Ça revient à vous. Oui. Fait que dans l'avenir, ça prend des tenues de dossier parce que tu as beau donner des recommandations au client, à lui faire des actions, mais il faut être capable de, dans le temps, voir si ce qu'on a fait comme intervention s'est amélioré. Donc, dans les tenues de dossier, on aimerait avoir la production. Caroline l'a dit, si les cellules somatiques baissent, notre production devrait augmenter, on devrait produire plus de gras, donc notre paye devrait être meilleure. Fait que l'investissement devrait être payant. On devrait être capable aussi, si on a des données, évaluer les CCS dans le temps, évaluer aussi nos actions dans le troupeau, dans la lactation, au tarissement. On a parlé entre le tarissement puis quand la chèvre va remettre bas, comment elle se comporte, c'est quoi la période de tarissement. La raison de réforme, je l'ai mis parce que si normalement on a amélioré les cellules somatiques, on devrait avoir moins de chèvres qui vont être réformées pour des comptages élevés ou des abcès. Donc, si on tient le chiffre, il devrait baisser.
Si on vend des chèvres, dans le fond, on devrait les vendre pas parce qu'ils ont des comptages de cellules somatiques élevés. Fait qu'on devrait avoir une diminution. Investir un peu d'argent pour faire du dépistage, mettre en place de la prévention pour l'arthrite encéphalite caprine. Puis bien sûr, ben, un peu mon dada, l'élevage des chevrettes. Il faudrait faire attention. Ce que je veux, je suis une passionnée dans le fond, les chèvres, c'est vraiment ça. C'est que j'aimerais continuer à faire produire à mes éleveurs du lait. Parce que présentement, on ne sait même pas qui va en produire l'année prochaine. La situation n'est pas si simple en grande quantité parce qu'on en a besoin. Présentement, on ne compte pas les besoins. Puis, ben, avec ce qui est arrivé la dernière année, ben, on a l'exigence maintenant de produire du lait de bonne qualité. Est-ce que vous avez des questions? J'en avais une, moi, une question. Oui. En fond, vous avez présenté, vous, puis d'autres intervenants aujourd'hui, que les CCS tendent vraiment à augmenter tant ici au Québec qu'en France au cours des 15 dernières années. Pourtant, avec l'avancement des connaissances, toutes les recherches qui ont été faites, on avait tendance à penser qu'on devrait s'améliorer. Qu'est-ce que les éleveurs faisaient de mieux il y a 15 ans ou quel train ont oublié de prendre pour continuer à être dans les niveaux bas qu'il y avait? Ben, je pense que ma réponse est peut-être plate. La réponse que nous, on vit ici actuellement, c'est que si tu es dans un village, puis tu as une rue, puis la limite de vitesse en auto est à 70 km, mais qu'il n'y a jamais de police pour t'arrêter. Pourquoi tu vas investir? Pourquoi tu vas t'améliorer? Pourquoi tu vas freiner, user tes freins? Parce que, tu sais, c'est quoi les risques? Puis pendant longtemps ici, on n'a pas tenu compte de la qualité beaucoup. Donc, la police n'était pas là. Fait que malgré qu'on faisait du lait hors norme, le lait en général était acheté quand même. Fait que c'est pas un incitatif à t'améliorer. Moi, en tout cas, selon ma période à moi, là, je pense que ça a eu un gros impact. Les troupeaux ont grossi énormément. Est-ce que la génétique a suivi? Est-ce que la technique... Moi, j'ai suivi un cours avec M. Bion. Oui. Quand il était venu, ben, comme vous, il a dit, ben, c'est pas important le bactérium, c'est pas important si, c'est pas important, ben, la machine à traire, oui, mais tout ce qui est la prévention haute dans la technique de traite, c'est pas important. Sauf qu'on voit présentement que peut-être que si on l'avait fait le bain de crayon, le post-traite depuis le début, peut-être qu'on n'aurait pas augmenté comme ça. Mais pourquoi le faire si tu n'es pas obligé de le faire? Il y avait une autre question? Moi, j'ai beaucoup de questions. En fait, j'en ai 3. En fait, vous avez parlé que l'âge pouvait avoir un impact sur les CCS. C'est quoi l'âge moyen des troupeaux de chèvres laitières au Québec, à peu près? Caroline? J'ai aucune idée. Puis, je ne sais pas si on est capable de sortir ce chiffre-là, parce que le seul moyen d'avoir l'âge des troupeaux, via Valacta, mettons, les contrôles laitiers, mais il y a très peu présentement de troupeaux qui sont Valacta. Il n'y a pas d'outils de gestion de troupeaux qui pourraient nous donner une idée avec les ATQ, peut-être? ATQ chez la chèvre, ils ne sont pas obligatoires. Fait que, il y a des troupeaux qui n'ont même pas d'identification. Fait que si tu rentres dans le troupeau, là, à défi de te mettre... Souvent, les clients ne savent même pas combien de chèvres ont. Fait que tu veux faire la médecine préventive dans un troupeau qui n'a même pas d'identification, tu pars de loin, mais ça existe. J'en ai dans mes clients. OK. Ça fait 25 ans qu'on essaye de trouver. Oui, mais ça fait. On n'a pas de maladie tremblante dans les chèvres, mais plus ou moins pas. Il y en a eu quand même des cas, mais pas encore assez importants pour qu'on l'exige aux clients. Ça fait 25 ans que je suis avec les producteurs de lait de chèvre, on attend toujours la identification permanente pour nous améliorer, puis on s'entend pas. Puis là, présentement, à la dernière réunion qu'on a eue, c'est qu'on ne prendrait même pas les ATQ. Ce serait un autre système. Fait que peut-être que votre génération allait voir des chèvres avec des numéros. En espérant. Ma deuxième question, vous avez parlé que souvent les producteurs vont tous mettre les chèvres avec les boucs durant ce temps-ci parce que effectivement la photopériode est idéale pour faire pour les venues en chaleur.
Mais les producteurs n'ont pas de calendrier ni de photopériode. Je suis vraiment néophyte en chef. Là. Ma grand-mère en a 20, là, mais tu sais, c'est... Bien, regarde, c'est la façon facile de faire ça. Sauf que les producteurs les plus performants à leurs affaires vont avoir... Moi, je mets troupeaux, là, pas toutes, mais je fais des médecines préventives aux 2 mois avec des échos dans chacun de mes troupeaux parce qu'on a vraiment installé la chèvrerie en fonction de faire photopériode de jour court, jour long, puis on alterne avec notre production comme ça. C'est la façon la plus rentable, je te dirais, de faire de la reproduction facilement. Je te dirais, au quotidien, là, ta pouponnière est jamais pleine, t'es jamais cerné jusqu'en bas du menton, puis la production, ta paye est stable aussi, tes CCS sont beaucoup plus stables, que des avantages. Sauf que faire ça, ça demande une régie, ça demande des numéros de chèvre. Ouais. OK, et ma dernière question, c'est elle qui m'a plus frappée, le 30% de mortalité, c'est quoi qui se passe? Ben, c'est même pas une blague, là, puis je te dirais qu'il y a des clients que c'était plus pire que ça. Là. Fait que, ouais, puis malheureusement, c'est la réalité. Sauf que ce qui m'encourage à continuer, c'est que si tu aides les producteurs, on est capable de faire nettement mieux. Puis 5% de mortalité, ça se fait. Là. Ça se fait facilement, mais c'est la roue. C'est un engrenage, puis il faut faire attention. C'est juste en complément, Lynn. Dans le fond, le taux de mortalité, il est causé principalement à cause que les chevrettes ou les chevreaux sont retirés rapidement en dessous des mers, ce qui fait que dans le fond, ça peut être des problématiques de l'allaitement artificiel là, qui fait que dans le fond, la mortalité est plus élevée. C'est pas juste parce qu'il y a un taux... Je te dirais toutes ces réponses. Premièrement, oui, on enlève parce qu'on essaie de faire la prévention de l'arthrite encéphalite. On veut mettre le lait le plus rapidement au réservoir, fait qu'on enlève les bébés. On les enlève. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on lui donne comme colostrum? C'est le départ. C'est quoi la qualité, la quantité, le délai? Puis là, si ça, c'est un échec clown, des fois, ils vont pas mourir les 5 premières journées, mais ils vont mourir au sevrage d'une pneumonie parce que son système immunitaire est trop faible. Fait que l'étude avait été faite, dans le fond, de 0 au sevrage, puis c'est une catastrophe. Fait que Anne est là, le prochain PISAC, c'est sur les chevrettes. En France aussi, bon. Elle a fait ça aussi. Une dernière petite question, une petite question pratico-pratique. Ça coûte combien à un producteur qui n'est pas inscrit au contrôle laitier pour faire un comptage leucocytaire du troupeau? Je ne peux pas te donner la réponse moi-même, mais Caroline pourrait nous la donner. Justement, Caroline voulait faire une petite intervention. Pour faire un comptage, mettons, pour quelqu'un qui n'est pas au contrôle laitier, le coût, en tout cas, je ne sais pas si je me souviens bien exactement, là, mais il me semble que c'est 10 $ de base plus 3 $ ou 3,25 $ par échantillon pour avoir le CCS, le taux de gras et le taux de protéines. Je peux-tu avoir juste les CCS? Non, ça vient comme en package. Ouais. Puis, je voulais juste rajouter aussi cette information par rapport au contrôle laitier. T'sais, on dit qu'on n'a pas beaucoup de troupeaux sur le contrôle laitier. C'est les raisons qui sortent principalement, c'est le coût et le temps. Puis pour ce qui est du coût, il y a quand même un effort qui a été fait dans la dernière année, en 2019. Le coût pour les troupeaux autres que vaches, en fait, est au cost. Fait que le prix de l'échantillon a vraiment diminué. Puis auparavant, le coût était le même pour les troupeaux de chèvres que pour les troupeaux de vaches laitières, mais c'est plus le cas maintenant. Que je rêve que tous mes troupeaux soient contrôlés et identifiés. On va prendre une dernière question. J'ai juste une clarification, parce qu'on ne peut pas séparer le CCS, le gras, la protéine. C'est juste une mesure qui est prise sur le lait avec les infrarouges. Fait qu'on mesure une fois l'infrarouge, puis avec ça, on a toute cette information-là. Fait que même si on faisait juste le CCS, ça ne baisserait pas le coût de l'analyse, mettons. Fait que c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir. Pour le même coût, tu as 3 analyses. Hein? Pour le même coût, tu as 3 analyses. Ouais. Fait que ça ne vaut pas la peine. Ça les donne les 3. Ça donne envie de se séparer, ça n'y en a pas d'avance. Oui, peut-être une question qui s'adresse à vous, peut-être aux autres présentateurs aussi. On a souvent parlé de l'indice du CCS par rapport aux pathogènes majeurs. Souvent, on fait référence à Staphylococcus. Mais est-ce que c'est bon aussi pour d'autres pathogènes
Listeria, salmonelle, quand à la limite le lait pourrait se retrouver en production de lait cru, supposons, pour les producteurs transformateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisant pour donner cet indice-là? Ben, présentement, moi, j'ai pas de corrélation directe, sauf que si on découle, s'il y a une infection à mycoplasme dans le pis, c'est, ben, mettons, ou salmonella, mais dans le fond, on n'a pas vraiment de mamite à salmonella, c'est plus systémique, fait que il ne devrait pas avoir d'impact, je crois. J'ai pas d'études, en tout cas, j'ai pas lu. Il ne devrait pas d'impact. L'hystériose ne fait pas de mamite non plus. Fait que je verrais pas pourquoi que les CCS augmenteraient. C'est plus on reste avec Staph aureus par rapport à ça. Staph, mycoplasme, il peut en avoir d'autres. Ouais. Pseudomonas et compagnie, mais oui, il y en a d'autres. Galeda. Les mycoplasmes, lorsque les concentrations cellulaires augmentent beaucoup, mais vraiment beaucoup, dès qu'il y a de la clinique. Et par contre, il n'y a pas d'augmentation des concentrations cellulaires lorsqu'il y a juste un portage. Donc en fait, il y a tellement de cliniques qu'on est à des seuils, mais enfin, je veux dire, ça dépasse très largement ça. C'est pas ça qui va être le signe d'appel. Le signe d'appel, ça va plutôt être le fait qu'il y a de la clinique. Et après, sur d'autres pathogènes comme Listeria ou Salmonelle, c'est plutôt le fait de les rechercher dans les produits ou dans le lait qui va permettre de se dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, on va chercher l'animal excréteur. Mais le signe d'appel ne va pas non plus être une mamite clinique ni un niveau cellulaire. Donc on ne le gère pas pareil en fait. Et quand c'est des coliformes, par contre, ça explose. Enfin, même s'il peut y avoir aussi des mamites inapparentes. Mais quand ça explose vraiment. Alors, merci beaucoup.